Bien, mesdames et messieurs, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre émission au sujet des startups, de la survie à la croissance. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir mes deux autres invités. Donc, nous avions reçu tout à l'heure Houda Brada et Mehdi Ayabi. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Mourad El Mehjoubi. Mourad El Mehjoubi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'EM Lyon Business School Africa. Et vous êtes le vice-président de la French Tech Maroc. Exactement. Bienvenue. Merci beaucoup. Mourad. Merci pour l'invitation. Merci. Et nous avons aussi avec nous Smaïl Belkhiat. Smaïl Belkhiat, bienvenue. Vous êtes Serial Tech Entrepreneur. Vous êtes le fondateur du groupe WIB, WIB Startup Studio, pour être plus précis, de VotreChauffeur.ma, Sarouti.ma, plus récemment Chéri.ma. Vous avez une dizaine de startups. On a besoin de vos conseils, de vos idées. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici en votre compagnie. Alors, Mourad Mehjoubi, on va démarrer avec vous. Une brève présentation de la French Tech. Alors, qu'est-ce que vous faites à la French Tech Casablanca ou French Tech Maroc, je dois dire? French Tech Maroc, effectivement, dans une logique plus globale de notre action, dans l'accompagnement des startups. Mais le label, effectivement, French Tech Casablanca, qui est une des communautés représentatives de la démarche French Tech, qui est, comme son nom l'indique, née en France. Une démarche qui permet de réunir tout un écosystème autour des startups, tout un écosystème d'investisseurs, de porteurs de projets. Et donc, notre action ici au Maroc est bien sûr de fédérer un écosystème local, de pouvoir accompagner la visibilité des startups marocaines dans leur démarche de développement et de croissance, et en même temps être le lien dans toute cette communauté au niveau mondial entre ces startups marocaines et l'ensemble des autres startups de ce réseau French Tech. Se dépasser pour relever de nouveaux défis. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Est-ce que vous avez eu des actions particulières que vous avez menées en cette période? Parce que nous passons, comme on disait tout à l'heure, par une période particulière, 3-4 mois de confinement, encore plusieurs mois qui s'annoncent un peu particuliers, pour ne pas dire compliqués, pour le monde entier, pas uniquement pour les entreprises marocaines. Est-ce que dans votre démarche d'accompagnement et puis de dynamisation un petit peu de ce public-là, est-ce que vous avez fait des démarches particulières en cette période? Alors tout à fait, cette démarche, la démarche a déjà été initiée depuis un petit peu plus d'un an maintenant dans notre développement de ce groupement. En fait, il faut comprendre que la French Tech Casablanca Maroc est un groupement d'entrepreneurs nationaux, binationaux, français, qui ont une passion sur le digital, sur cette capacité à fédérer des communautés, l'innovation bien sûr. Et depuis le lancement de cette démarche, grâce à un board représentant 9 personnes, eh bien, nous avons initié différentes actions, alors physiques au départ, où on mettait en avant les startups, on côtoyait aussi le monde de l'entreprise, que ce soit dans le public ou dans le privé, en termes d'organisation et de grands comptes et petites et moyennes entreprises. Et donc, le changement qui a été opéré depuis la crise Covid, ça a été de pouvoir continuer à donner cette visibilité aux startups, de pouvoir échanger autour des différentes technologies qui touchent de près ou de loin l'innovation et l'accompagnement du développement des startups. Et nous avons basculé complètement sur un format digital, sous forme de webinar, comme ça s'est fait dans plusieurs domaines depuis maintenant quelques mois. Et donc, la facilité grâce au digital de pouvoir communiquer avec ces startups, de les mettre en avant. Et donc, ça a été le vrai basculement, en tout cas, dans notre démarche. Donc, je retiens que vous avez quand même accompagné pour avoir de la visibilité. Je me retourne vers Smaïl Belkhiat. Alors, avant de démarrer, est-ce que vous pourriez nous donner aussi une brève présentation de votre groupe WIB? Bien sûr. Donc, Groupe WIB est avant tout un start-up studio dans le sens où il accompagne soit de jeunes entrepreneurs, soit des groupes qui ne sont pas du tout dans le digital, à se lancer dans des startups en relation avec la tech au Maroc. Alors on a lancé ça il y a plus de 6 ans maintenant, à une époque où il n'y avait pas encore de réel écosystème startup marocain et où il était effectivement à cette époque difficile soit pour un entrepreneur d'aller lever des fonds et d'expliquer le modèle classique qui consiste à faire du cash burn avant de pouvoir gagner de l'argent et à valoriser une startup avant qu'elle ne soit effectivement rentable, soit accompagner les grands groupes qui à l'époque n'avaient encore très peu d'idées de ce qu'était le digital. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un environnement, c'est un immeuble en plein Casablanca, dans lequel nous avons pris et loué l'ensemble des étages pour en faire
un coworking space, mais plus que ça, pour mutualiser un certain nombre de ressources back-office, qu'elles soient ressources administratives classiques de type comptable, conseil juridique, secrétaire, mais aussi des ressources un petit peu plus techniques, comme par exemple des développeurs informatiques, mais aussi des marketeurs, des consultants, qui peuvent donc accompagner les startups elles-mêmes à se lancer, à analyser un marché et à croître. Ce qu'il faut savoir, c'est que la taille du marché au Maroc, notamment sur les domaines dans lesquels on est, justifie peu le recrutement de ressources à temps plein au niveau back-office. Donc la seule manière finalement qu'on a de réussir est d'avoir des ressources mutualisées en back-office afin de réduire les coûts et d'avoir bien évidemment des ressources dédiées par start-up en front office et qui sont généralement les commerciaux qui vont vendre le service lui-même. Donc création, mutualisation plutôt des ressources ou des fonctions support, si je comprends bien, mais créer aussi un environnement permettant à ces entreprises de... Tout à fait. Je vais te dire pourquoi. Simplement parce que pour moi, la barrière la plus difficile à dépasser lorsqu'on est entrepreneur, c'est de se réveiller le matin, aller au boulot seul et se dire « Est-ce que je suis pas en train de faire une grosse connerie ?» Mes copains sont carriéristes, ils sont en train de progresser, leur salaire évolue, leur poste évolue. Et moi, je me retrouve, au départ, on fait le papier en tête de son entreprise. Je me retrouve à faire entre guillemets, des tâches de bas étage. Et ce questionnement continu, quotidien qu'on a dans la tête, c'est pour moi l'étape la plus difficile à franchir lorsqu'on est entrepreneur. Et qu'est-ce qui nous aide à la franchir ? C'est tout simplement d'aller dans un environnement où il y a d'autres personnes dans la même situation que nous et qui nous donnent en fait le sentiment qu'on n'est pas seul dans cette galère. Et c'est que comme ça qu'on y arrive. La solitude de l'entrepreneur finalement qui est valable. C'est tout à fait ça, la solitude de l'entrepreneur. Donc cet écosystème avait pour rôle et a toujours pour rôle, puisque aujourd'hui il accompagne de nombreux entrepreneurs à dépasser cette solitude et en même temps à profiter bien évidemment de l'expertise, du savoir des autres entrepreneurs qui sont passés par là quelques mois ou quelques années au préalable. Et vous savez ce qu'on dit sur l'expérience, c'est une lanterne qu'on met sur le dos pour guider les personnes qui nous suivent et on se positionne en tant qu'incubateur, accélérateur et maintenant fondation pour accompagner les jeunes dans ce domaine-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque structure, alors nous, avant même l'idée, ce qu'on cherche, c'est l'entrepreneur. L'objectif numéro 1, c'est de trouver des personnes avec une tête bien faite, structurée, et qui ont la volonté et le courage d'aller dans l'entrepreneuriat. Ensuite, on les accompagne à redesigner l'idée, à faire leur market sizing, à éventuellement pivoter, à définir un business model pour aller de l'avant. Mais le plus important, c'est la personne. Et ensuite, cette personne est bien évidemment dans le tour de table puisque c'est sa boîte. Nous, on l'accompagne à travers cet écosystème, mais aussi à travers du financement. Et souvent, on cherche d'autres investisseurs qui sont des groupes un petit peu plus structurés pour nous accompagner. Donc, par exemple, sur Sarouti, on a eu le groupe Property Finder, qui est un grand groupe du Moyen-Orient. Sur Votre Chauffeur, on a le groupe Avis Loca Finance, qui est un grand groupe dans le domaine, et ainsi de suite. Sur Chari.ma, on a le groupe Dislog, qui est dans le domaine de la distribution, et ainsi de suite pour l'ensemble des startups. C'est une ouverture soit sur de grandes entreprises locales, soit même sur de grandes entreprises internationales qui souhaitent investir. Tout à fait. Alors pour rester sur l'international, je vais revenir vers vous dans un instant, Smaïl. La French Tech, Mourad Mahjoui, la French Tech existe dans plusieurs pays du monde. Est-ce que vous avez un benchmark des bonnes pratiques qu'il peut y avoir ailleurs, je ne sais pas, en Asie, en Amérique, en Europe ou même dans d'autres pays africains par rapport à des bonnes pratiques, surtout en cette période-là, un peu particulière, un peu trouble? Alors effectivement, la French Tech, comme je disais tout à l'heure, est née en France sous l'impulsion notamment le questionnement autour de la croissance. D'ailleurs, une des démarches en France, c'est le Next 40, qui est la capacité de transformer demain la nouvelle génération d'entreprises qui amènera la croissance, qui doit normalement remplacer le 440. Et donc, dans cette démarche-là, il y a un retour d'expérience assez riche dans certaines régions du monde par rapport à cette communauté. En Afrique, elle est encore très jeune. Le Maroc, en tout cas, avec les différentes actions que nous menons, nous souhaitons et nous amenons des actions qui nous permettront justement de présenter des choses par rapport à notre marché, par rapport au potentiel de développement de tout cet environnement de croissance. Dernièrement, on a échangé avec la communauté de Singapour qui, de son côté, effectivement, a des best pratiques, des bonnes pratiques, en tout cas dans cette démarche de construction de cet écosystème de start-up et de pouvoir trouver, on va dire,
les facteurs clés de succès dans le développement des startups dans le contexte local pour se développer et en même temps profiter du réseau pour se développer aussi à l'international, parce que la vocation aussi de la French Tech, c'est de pouvoir ouvrir d'autres marchés aux startups de certaines régions. Est-ce que les membres de la French Tech dans différents pays peuvent se mettre en relation? Il y a un réseau qui tout à fait, un réseau qui est tout à fait libre, hein. Il n'y a pas besoin de passer par, on va dire, une organisation ou par un bureau spécialement. On a une interface, une plateforme qui nous permet de nous réunir, d'interagir. Nous avons déjà, dans le cadre de préparation notamment de prochains webinars, nous avons un webinar sur la food tech la semaine prochaine, où nous allons faire intervenir des startups marocaines qui ont apporté une innovation et qui ont su développer des sujets et leurs startups dans ce contexte-là au Maroc. Et on a déjà des interactions avec des startups africaines pour les faire aussi participer, leur donner une visibilité, parce que on parlait tout à l'heure, notamment dans votre premier échange, la volonté en tout cas de croissance, elle est aussi au-delà des frontières et de pouvoir développer sa startup au-delà du positionnement local. Alors, merci infiniment, Mourad. Donc là, on a eu un peu le retour par rapport à ce qui se passe un peu à l'international. Je reviens vers vous, Smaïl Belkhiat. Alors, vous nous parlez d'agilité. Vous avez mis en place une organisation agile qui permet, en fait, que ce soit à vos entreprises, à vous, ou même à d'autres entrepreneurs qui le souhaitent, de venir et de se lancer, démarrer d'une manière efficace et assez rapide. Est-ce que comment vous avez vécu en fait ces 3-4 derniers mois? Comment vous vivez en fait cette crise, parce qu'on peut l'appeler une crise? Quelle a été votre attitude au sein de votre entreprise à vous? Comment ça se passe? Alors, je vais définir ce que c'est que l'agilité pour moi, et ensuite je vais répondre plus précisément à cette question sur les 3 derniers mois. Alors, vous savez, nous, on a l'habitude d'évoluer sur le marché marocain où le mindset est souvent un mindset de personnes qui font des analyses au préalable, qui préparent une date pour un lancement en format Big Bang avec l'ensemble des études préalables pour faire un lancement qui soit parfait. Et tant mieux, c'est une école qui fonctionne plutôt bien, notamment dans les grands groupes, puisqu'elle permet cette recherche de perfectionnement. Et moi-même, je suis passé par un grand groupe, j'étais consultant au BCG avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, donc je suis bien placé pour expliquer ce que c'est que cette recherche de perfection. J'ai envie de dire à tous les jeunes qui nous écoutent, l'entrepreneuriat, c'est tout le contraire. Il faut aller avec une vision agile et lean, arriver avec ce qu'on appelle un minimum viable product, c'est-à-dire quelque chose au départ pas fini, pas abouti, mais qui va vous permettre d'aller tester la réponse du marché. Vous allez sur le marché avec ce produit qui n'est pas encore prêt et vous déterminez s'il y a du retour. Et sur la base de ce retour, vous décidez si vous voulez continuer ou pas. Du test and learn. Du test and learn et énormément d'itérations. C'est avec ces itérations qu'on améliore le produit et qu'on arrive à ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un proof of concept, à savoir un outil suffisamment bon pour satisfaire les utilisateurs et bien évidemment satisfaire les investisseurs qui viendront. Donc, c'est ça pour moi l'agilité. Alors, cette agilité s'adapte parfaitement à ce contexte de Covid. Alors maintenant, je vais répondre plus précisément à votre question. Nous, parmi les startups qu'on a, on en a plusieurs qui sont extrêmement exposées à la crise actuelle. Je vais en citer 3. On a une société de transport touristique, donc des véhicules qui dépendent, bien évidemment, notre premier client, c'était Booking, qui représentait 70% de notre chiffre d'affaires, et qui du jour au lendemain a disparu. Deuxième activité, c'est une agence de voyage spécialisée tenez-vous bien, dans les croisières. Donc imaginez-vous bien que les croisières est une des industries la plus sinistrée par le business. Et enfin, le troisième business est un business d'excursion, puisqu'on organisait plusieurs milliers d'excursions par mois au Maroc. Et donc, face à ce constat, puisque nous avions plusieurs centaines de collaborateurs dans ce domaine-là, il a bien fallu trouver des solutions pour pouvoir survivre et nous adapter. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en période de crise, forcément, c'est les périodes dans lesquelles il faut être les plus inventifs, les plus créatifs. Et il a fallu qu'on pivote, tout simplement, de manière bien évidemment temporaire, puisque nous n'avons pas abandonné nos métiers de base, mais nous avons pivoté. Et je vous donne un exemple, sur l'activité de transport touristique, puisque nous avions des véhicules, nous nous sommes rapprochés de sociétés dans le e-commerce, qui sont des sociétés qui se développent plutôt bien, en leur proposant nos services de chauffeurs privés, entre guillemets, de manière à pouvoir les accompagner dans le
transport d'un certain nombre de marchandises qu'on appelle nous high value, qui ont besoin d'une certaine logistique, de distribution, d'une certaine logistique. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on utilise nos collaborateurs et nos véhicules, et on s'est même rendu compte que c'était un business finalement tout aussi profitable que celui du transport des personnes. Et suite au Covid, nous allons continuer cette activité-là avec nos partenaires, que je ne vais pas citer, mais qui font partie des plus gros groupes e-commerce au niveau africain. Pensez à un avenir commun pour élargir nos horizons. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Voilà. Donc la crise y est, mais en fait on peut réagir de deux manières. En gros, c'est soit on prend le tout en pleine face, en gros soit on construit un mur, soit un moulin. Tout à fait. Soit on encaisse, soit on est au fond du trou et on a le sentiment qu'il n'y a rien à faire. Soit on se dit, il faut faire avec, il faut composer avec et trouver des solutions. Sur l'activité de croisière, typiquement, on avait un call center avec 30 personnes qui étaient des agents qui expliquent aux gens ce que c'est qu'une croisière. Et c'est des agents sur lesquels nous, on a investi parce qu'on les a toutes, c'est des femmes, on les a envoyées. On les a surtout envoyées en croisière pour qu'elles sachent que c'est qu'une croisière, afin qu'elles puissent expliquer aux gens au bout du fil pourquoi est-ce qu'il faut voyager avec nous. Et vous comprenez bien que c'est compliqué de se séparer de personnes sur qui on a autant investi. Donc il a fallu leur trouver une solution et on les a reconvertis vers des agents de vente, de voyage internes. Et aujourd'hui, elles contactent un certain nombre de personnes pour leur proposer du tourisme national et local. Et ma foi, j'ai envie de dire, ce n'est pas les chiffres qu'on avait avec la croisière, mais on s'en sort plutôt bien. Alors, je vais revenir au processus en fait, de la création d'une start-up ou d'une entreprise. Alors, est-ce que vous pourriez détailler un petit peu plus, quand on a une idée, entre l'idée et le projet, entre le projet et le business, quelles sont les différentes étapes importantes par lesquelles vous passez? Par exemple, je prends le cas de vos entreprises, vous voyez, voilà, une nouvelle idée. Quelles sont les étapes? Je vais dire quelque chose de paradoxal et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans les personnes que je vais décrire. Souvent, je rencontre des gens autour de moi et je leur dis « Alors, qu'est-ce que tu deviens ?» Et on me répond « Je suis en train de lancer un projet. » Je leur dis « Top, super, très content pour toi. Tu peux m'en dire plus ?» Et la réponse « Non, c'est encore confidentiel. Tant que c'est pas fait, je veux pas en parler. » Ce que j'ai envie de répondre à ces gens-là, je le fais pas parce que c'est généralement mes amis, mais là, comme je suis à la radio, je peux en parler de manière totalement ouverte. Dans ma tête, je leur dis, mais ça veut dire que vous avez absolument rien compris à l'entrepreneuriat. Au contraire, l'entrepreneuriat, c'est l'échange et le partage. Plus vous allez parler de votre projet, plus vous allez en parler autour de vous, et plus vous allez avoir du feedback. Et comme on dit, feedback is a gift. Si ça se trouve, vous êtes en train d'aller droit dans le mur, et c'est en parlant qu'on va vous faire réaliser que vous allez droit dans le mur. Par ailleurs, si votre idée est si bonne que vous le pensez, tant mieux. Ça veut dire que les gens à qui vous en parlez, s'ils sont mal intentionnés, ils vont aller faire la même chose. Mais tant mieux s'ils font la même chose, c'est qu'ils vont faire grandir votre marché. Vous aurez toujours de l'avance, en gros. Et vous aurez de l'avance, mais surtout, vous allez profiter. Il vaut mieux être deux sur un gâteau plus grand que tout seul sur un gâteau tout petit. Et moi, je le vois aujourd'hui avec Sarouti.ma, qui est un portail qui se développe très bien, mais on ne se serait jamais aussi bien développé si on n'avait pas eu un concurrent que je ne vais pas citer, parce qu'encore une fois, je ne vais pas citer mon concurrent, mais qui investit autant en marketing et en publicité. Je pense que tout le monde va savoir de qui je parle, mais c'est grâce à lui aujourd'hui et grâce à ses investissements que mon marché grandit et aujourd'hui j'en tire profit. Donc mon premier conseil pour répondre à ta question, Hicham, c'est parler autour de vous de vos projets. N'hésitez pas à envoyer des mails à l'ensemble des personnes que vous connaissez en leur demandant ce qu'ils pensent, en faisant des études, des sondages, et en vous lançant juste avec une page. Vous avez une idée, faites une page, faites un peu de pub sur Google, ça va vous coûter 20 €, et demandez aux gens de laisser leur adresse email si toutefois ils étaient intéressés par votre service. Et si vous recevez des adresses email, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt pour votre service. Rappelez la personne ou envoyez-lui un email et essayez de comprendre quel est son besoin, et allez-y de manière itérative. Surtout, ne vous enfermez pas pendant 1 an à faire des études de marché en format consultant, à dépenser votre temps et votre argent pour au final vous rendre compte que vous avez fait n'importe quoi. Voilà. Ça me rappelle dans une autre vie professionnelle, d'ailleurs, on avait interagi avec Morad aussi. On accompagnait de jeunes entrepreneurs au niveau d'un programme en fait, d'accompagnement. Et certains, il est vrai, refusaient même de déposer un dossier de candidater parce qu'ils avaient peur de dévoiler leur idée en étant convaincus que l'idée est exceptionnelle, mais que finalement l'idée n'a jamais vu le jour. Mais donc, je vais vous dire interagir et foncer un peu plus. Moi, en ce moment, je suis coach dans le programme de 112 Founders de la CDG. On a un lauréat lors de la promotion précédente qui a été choisi par l'ensemble
des électeurs, enfin en tout cas des personnes qui déterminent ce qu'est un bon projet. Et il a préféré taire cette nouvelle qui pour moi est une nouvelle extraordinaire. Je suis entrepreneur, j'ai réussi, et ben j'en parle autour de moi pour que ma start-up devienne connue et grandisse. Et c'est malheureux, mais c'est souvent le cas de nombreux entrepreneurs marocains. Donc il y a de vraies compétences, une vraie attitude particulière à avoir et à développer. Alors, Mourad Mhajoubi, vous êtes connu pour au moins deux expertises particulières. L'accompagnement à la digitalisation, c'est un spécialiste du digital, et aussi forcément la formation, parce que vous êtes quand même directeur général, je le rappelle, de l'EM Lyon Business School Africa, qui est l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses. Alors dans votre carrière, vous avez pu accompagner de grands groupes dans leur digitalisation, mais vous accompagnez aussi aujourd'hui des toutes petites entreprises, des entreprises en création, dans le cadre de la French Tech et même par ailleurs. À votre avis, qui est le mieux armé, qui est le mieux armé pour dépasser des périodes troubles comme celle-ci et pour aller de l'avant? C'est plus la grande entreprise, c'est plus la start-up ou la TPE même, parce que toutes les TPE ne sont pas des start-up. Qui a quel avantage et qui a quelle difficulté? Alors effectivement, cette période a montré beaucoup de choses. La difficulté de grands groupes à opérer leur transformation digitale et donc à amener on va dire une réorganisation par rapport à ce contexte qui est inédit, avec un impact direct sur leur développement et leur croissance. De l'autre côté, on a vu des startups qui sont nées depuis un certain temps, qui ont essayé de se placer sur le marché, qui ont essayé de se développer et qui, grâce à Covid, on va dire à ce contexte-là, ont pu avoir leur premier marché, développer leurs premières affaires et commencer à se faire un nom sur le marché et se développer. Donc on connaît très bien la différence entre, on va dire, la grosse entreprise très lourde qui, tout à l'heure Smaïl parlait d'agilité, qui justement n'a pas cette capacité à aller très vite. De l'autre côté, c'est toute la définition d'une start-up, c'est de pouvoir du jour au lendemain se réadapter, de pouvoir faire évoluer son idée, de pouvoir intégrer une nouvelle technologie par rapport à une entreprise qui a un système d'information assez lourd. Donc cette différence, on la connaît et on l'identifie naturellement. Je vais revenir aussi sur ce que disait tout à l'heure Smaïl par rapport à la posture et par rapport à ce que peut être un porteur de projet dans le développement de sa start-up. Effectivement, il y a cette capacité à pouvoir avoir la bonne idée et de pouvoir la porter, de se lever tous les matins et d'y croire. Après, derrière, il y a l'autre aspect, tu parlais de compétences, tu parlais de savoir-faire, de savoir-être, il y a cet aspect de posture. On le voit, on a tous été, comme tu le disais tout à l'heure, coach, mentor, on a accompagné des startups, et la première chose qu'on voit lorsqu'on a un porteur de projet en face de nous, c'est sa capacité à présenter son idée. Donc, est-ce qu'il est capable en 3 minutes de pouvoir pitcher, de pouvoir donner envie par rapport à son produit, par rapport à son service, par rapport à son histoire aussi, parce qu'une start-up, ce n'est pas seulement le produit, c'est aussi l'homme ou la femme qui porte ce projet. Et donc, en 3 minutes, on doit être capable de pouvoir présenter ça. Et je reviens sur mon métier autour de la formation. C'est ce qu'on apprend en tout cas à l'EM Lyon Business School. C'est aussi tout cet aspect de développement de posture, de soft skills, cette capacité à pouvoir développer son réseau, parce que le réseau est une notion importante dans un écosystème de start-up. Et donc, comment il va pouvoir donner envie de développer cette idée, comment il va pouvoir demain, face à des investisseurs, donner le déclic pour pouvoir être financé et pouvoir être accompagné dans son projet. Donc, aujourd'hui, le contexte Covid montre une chose, c'est que c'est le meilleur moment, en tout cas pour les startups, de se positionner par rapport à un historique qui voulait que l'entreprise ait une place sur le marché, une notoriété, etc. Dans le contexte de EM Lyon, on a une expérience aussi avec les startups. EM Lyon Business School, j'en ai pas parlé, on est une école française, dans le top 3 français, on est dans le top 50 mondial, on est représenté sur différents campus au niveau, sur 6 campus, alors principalement en France bien sûr, mais aussi en Asie et bien sûr en Afrique avec notre campus à Casablanca, on est installé depuis 5 ans. Et donc à EM Lyon Business School, on a depuis 5 ans opéré notre transformation digitale. Et dans cette transformation digitale, on a bien sûr développé un système d'information, on a plateformisé un certain nombre de choses, on a été capable de proposer à nos étudiants, à nos apprenants, tout un système pour pouvoir accompagner leur formation et leur cursus.
Et depuis 3 ans, nous intégrons de nouvelles solutions innovantes grâce à des startups qui nous ont présenté leurs produits et qui aujourd'hui sont complètement intégrés. On parle de la blockchain sur la diplomation de nos étudiants, donc avec tout un circuit qui permet de diplômer nos étudiants sur une plateforme avec une reconnaissance liée à cette blockchain. On a mis en place aussi des plateformes pour bien sûr gérer la continuité d'activité qui a été un moment très dur pour l'ensemble des écoles et des universités mi-mars, où on a demandé à toutes les écoles de basculer 100% au niveau digital. Et donc là, on a été effectivement prêt du jour au lendemain. Et c'est grâce à un investissement et aussi des partenaires qui ne sont pas forcément des grandes structures. Historiquement, on a travaillé avec IBM. Et depuis 3 ans, maintenant, on travaille avec des petites startups qui aujourd'hui amènent la création de valeur dans notre environnement. Donc la création de valeur n'est finalement pas limitée uniquement aux grandes structures, mais on peut la trouver chez la start-up, il faut juste faire confiance et aller de l'avant. Pour rester, vous parlez de l'Emion. On a entendu les chiffres qu'a annoncé Mehdi Alaoui tout à l'heure, et concrètement, on n'est pas encore premier de la classe en termes de création d'entreprise, du moins dans l'environnement des start-up au niveau continental. Alors, est-ce que il y a forcément l'écosystème en tant que tel, ouais. Il y a la taille du marché, parce qu'on en parle souvent, il faut dire les choses comme elles sont, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une composante formation et compétences à développer? Est-ce qu'il y a des compétences particulières qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller développer chez les entrepreneurs? Bien sûr, si je parle en tout cas au nom de Emion Business School par rapport au programme et par rapport aussi à notre logique d'installation, on est dans le principe d'avoir un ancrage local adapté au marché pour pouvoir construire et accompagner les leaders de demain. Donc à partir de là, bien sûr, il y a la formation, on a un certain nombre de programmes, et le programme phare que nous avons au sein de notre campus à Casablanca, c'est un bachelor en 4 ans qui permet à des bacheliers de suivre en 4 ans un programme qui va les accompagner à développer un certain nombre de compétences, de soft skills, de hard skills, et sur cet élément-là, on a une spécificité, on a une signature qui est bien sûr le digital, l'innovation et l'entrepreneuriat. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte de la fracture entre des étudiants qui, bien sûr, viennent d'un cursus scolaire très académique, et dès la première année, on les met face à ce qu'est une entreprise. Comment fonctionne une entreprise, comment ils vont devoir s'intégrer dans cette entreprise. Donc, dès la première année, ils vont intégrer un stage. Et là, on sent effectivement cette fracture, et on est là pour justement accompagner à travers des compétences. Donc, il y a du management de l'innovation, il y a le développement de la créativité, il y a des aspects, des notions autour de l'entrepreneuriat, mais également de l'intrapreneuriat. On voit de grands groupes marocains qui aujourd'hui développent leur propre start-up en interne et qui demandent justement à avoir des ressources en interne qui sont capables de se détacher complètement du jour au lendemain de leur activité professionnelle pour porter un projet. Et ces projets, à terme, deviennent des start-up au sein d'un grand groupe. Et donc, on amène nos étudiants dans cette démarche-là. Merci Mourad. Encourager la solidarité pour connecter toutes les énergies. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Ismaël Belkhiat, est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des compétences particulières qu'un start-upper doit avoir, ou qu'un créateur d'entreprise d'une manière générale? Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des centraliens avec des parcours exceptionnels et qui du jour au lendemain décident de changer de vie, d'entreprendre, et puis ils se retrouvent heurtés à des difficultés des fois commerciales ou liées à la gestion. Alors, comment on gère ça pour un entrepreneur? Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de qualités qu'il faut avoir pour être entrepreneur. Maintenant, si on ne les a pas, ce n'est pas non plus la fin du monde. Il suffit juste de s'associer avec les bonnes personnes et de trouver un cofondateur qui a notamment ces qualités qu'on n'a pas. Alors, parmi les qualités, et encore une fois, je vais en citer quelques-unes, mais je ne veux pas que ça démoralise ou décourage toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui, pour le coup, ne les ont pas. Donc, c'est un nice to have, mais ce n'est pas un must have puisqu'on peut s'associer. Parmi les qualités, il y a bien évidemment la résilience, dans le sens où un entrepreneur va tomber et il va devoir se relever. Donc, si on n'a pas cette résilience, on se relève pas. D'où l'importance d'accepter les échecs, de se créer une carapace et encore une fois, d'itérer de manière à améliorer son prochain coup, de manière à ce que le prochain coup réussisse.
Ensuite, deuxième qualité qui est une qualité pour moi assez compliquée à avoir, qui est celle d'accepter l'imperfection, d'accepter d'aller vite sans pour autant être parfait dans ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on nous apprend dans les grandes écoles dont tu parlais tout à l'heure, c'est pas ce qu'on nous apprend dans ce modèle élitiste français dont le Maroc est un héritage, c'est pas ce qu'on nous apprend en classe prépa, c'est pas ce qu'on nous apprend dans les grands cabinets de conseil dont certains sont issus. Et pourtant, c'est une des qualités premières de l'entrepreneur. Aller vite, apprendre de ses erreurs, itérer, améliorer et faire en sorte qu'au coup suivant, on réussisse. Et enfin, et encore une fois, je ne cite que quelques qualités parmi celles qu'il faut avoir, mais dernière qualité, c'est de faire une introspection pour réaliser qu'on n'est pas capable de tout faire soi-même et que pour y arriver, il faut s'entourer de personnes qui sont meilleures que nous dans les domaines qu'on ne maîtrise pas. Et ça a souvent une relation avec l'ego, et j'ai envie de dire que le pire des défauts chez un entrepreneur, c'est son ego. Donc, savoir s'entourer, finalement. Le réseau est particulièrement important. Alors, j'aimerais vous interpeller sur un point important. Mourad a parlé d'innovation. Et l'innovation est souvent liée à l'entrepreneuriat. Est-ce que il y a une méthode ou un processus d'innovation particulier, comme ça qu'on est dans cette logique de création d'entreprise? Est-ce qu'on est dans l'observation d'abord? Est-ce que on prend tout ce qui vient, puis on mouline le tout, et puis ça arrive? Comment ça se passe? Alors, c'est une bonne question, mais j'aimerais juste clarifier un point. Souvent, l'innovation est reliée à l'entrepreneuriat, même s'il y a aujourd'hui de l'innovation dans des très grands groupes, à travers l'intrapreneuriat qui est différent de l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat peut réussir parfaitement sans innovation. Et je vais vous donner juste quelques exemples. Nous, quand on a commencé dans notre business il y a, je le disais tout à l'heure, 7 ans, on n'a pas innové, on a tout simplement copié-collé. C'est-à-dire qu'on allait voir les business qui réussissaient aux États-Unis et en Europe. On savait qu'il y avait un décalage avec le Maroc de 3, 4, 5 ans et on importait des business qui avaient fonctionné 5 ans au préalable. Et l'innovation vient de l'adaptation au marché marocain. Et j'ai envie de dire, encore une fois, il faut appeler un chat, on est dans un marché qui est relativement limité, avec un accès à des ressources humaines qui sont extrêmement compétentes, mais qui n'ont pas forcément tout le temps l'ensemble des outils nécessaires pour être, on va dire, au top niveau de ce qui se passe dans des startup nations ou dans des endroits tels que la Silicon Valley. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on se sent incapable d'innover au Maroc, parce que c'est plus difficile d'innover au Maroc qu'ailleurs, que pour autant il ne faut pas entreprendre. Donc moi j'encourage les gens à aller entreprendre et à faire au départ des business qui sont des copier-coller comme on l'a fait. Notre premier business, c'était un distributeur de Google Suite. Pour le coup, il n'y a rien d'innovant, mais pourtant c'est une des boîtes qui aujourd'hui fonctionne le mieux et qui a plus de 800 clients au bout de 6 ans ou 7 ans d'existence. Merci beaucoup, Smaïl. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux entrepreneurs? Oui, alors le meilleur conseil que j'ai, c'est surtout d'éviter la solitude. L'entrepreneuriat est une aventure de groupe. Dans l'idéal, je leur conseille de trouver des associés, cofondateurs, personnes qui peuvent les accompagner dès le départ. Et si ce n'est pas possible pour différentes raisons, je les invite à contacter notamment des réseaux comme Réseau Entreprendre, des réseaux comme la French Tech. Tout à l'heure, on avait Mehdi Alaoui et sa Startup Factory d'accélération, ou encore le groupe WIB et d'autres environnements qui leur permettent au quotidien de rencontrer des personnes qui sont dans la même situation qu'eux, qui vont partager avec eux les difficultés quotidiennes de l'entrepreneuriat. Et je leur demande surtout éviter la solitude parce que c'est le pire ennemi de l'entrepreneur. Merci beaucoup, Smaïl. On s'approche de la fin de notre émission. Peut-être une dernière question pour vous, Mourad. Alors, vous êtes un fin connaisseur un peu de l'évolution du digital, même au niveau de l'international. Est-ce que vous avez une idée un peu des nouvelles tendances? Qu'est-ce que vous conseillez maintenant aux entrepreneurs qui veulent aller vers la tech toujours? Vers quoi est-ce qu'il faut aller
chercher pour avoir peut-être la future pépite de demain. Parce qu'on sait que les technologies évoluent rapidement. Le lancement d'un projet peut des fois être très rapide, très efficace, mais ça peut aussi être un lancement qui va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis entre-temps, voilà, on a essayé de faire que tout soit parfait, tout soit prêt. Et puis au moment où on est prêt, la technologie est dépassée, le projet n'est plus viable. Il faut passer à autre chose. D'où l'intérêt d'aller vite à un moment donné, se lancer. Donc aujourd'hui, quelles sont les tendances vers lesquelles il faut s'intéresser, voilà. C'est vrai qu'on nous aurait posé la question il y a un petit peu plus d'1 an. On citait le big data, la blockchain, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, etc. Donc il y a un certain nombre de tendances technologiques. Maintenant, si je reviens dans le contexte de la start-up, et Ismaël, je pense, connaît très bien l'idée que je vais exprimer, c'est que très souvent, la start-up, lorsqu'elle naît, c'est quelqu'un qui se lève un matin, qui rencontre une problématique parfois personnelle, dans son environnement peut-être familial, professionnel, et qui se dit tiens, si moi j'ai ce besoin, peut-être que d'autres ont le même besoin et donc vont aller développer une idée. Ça, c'est ma conviction. Développer une start-up par rapport à une technologie, vous allez arriver à répondre à un besoin lié à une étude de marché, par rapport à un contexte. Je pense que la plus belle des startups, c'est effectivement cette vocation, cette passion, cette idée qui est née d'un besoin personnel et qui se développe. Après, quelle technologie je peux utiliser pour amener ce projet à se développer, à construire, être agile pour pouvoir se dire, à l'image d'un Uber qui a développé au départ son business à travers les GAFA. Il a utilisé la plateforme de Amazon pour stocker sa data, il a utilisé le Google Maps sur l'aspect trajectoire, les aspects de financement, et puis petit à petit, en développant son idée, il a utilisé d'autres technologies, d'autres moyens. Et donc le conseil, pour revenir un peu à ce que disait Ismaël, c'est le passage à l'acte. Ça veut dire je démarre avec un MVP, je peux utiliser ce qui existe aujourd'hui, qui peut ne pas me coûter cher, parce qu'il y a beaucoup d'open source aussi, et après derrière je fédère une idée et je vais pouvoir plus tard me dire, eh bien, en utilisant la signature électronique, la réalité virtuelle, ou dans le contexte Covid, je vais pouvoir utiliser telle ou telle technologie, toujours sur l'aspect technologique, pour développer mon idée. Mais maintenant, se dire, il faut aller à fond sur le big data, il faut aller à fond sur l'intelligence artificielle, c'est pas comme ça en tout cas que je vois le développement. Merci infiniment, Mourad Mahjoubi. Est-ce que vous avez peut-être une nouveauté, un rendez-vous pour l'EM Lyon à annoncer? Alors, French Tech déjà. French Tech aussi, la French oui. Tech, effectivement, on a la semaine prochaine, le 23 juillet à 17h, un webinaire autour de la food tech. Donc, on aura, comme je le disais tout à l'heure, des startups marocaines qui vont présenter ce qu'ils ont pu développer dans notre contexte marché. Et puis EM Lyon, sur un aspect plutôt prochaine rentrée, avec nos différents cursus, notre développement aussi en Afrique, qui va nous amener d'ici une stratégie 5 ans à être présent sur d'autres pays au niveau du continent. Merci infiniment, Mourad Mahjoubi. Ismaël Belkhiyat, est-ce que vous avez un nouveau projet, une nouveauté à annoncer ou à partager avec les personnes qui nous regardent? Oui, tout à fait. Moi, j'en profite pour faire un appel à candidature. On lance, dans le cadre du groupe Dislog, la fondation Dislog, que je gère, et dotée d'un budget de 10 millions de dirhams afin d'accompagner les jeunes entrepreneurs porteurs de projets dans leur idée et les financer. Donc toute personne qui nous écoute et qui serait intéressée par se lancer, je vous prie de m'envoyer un email à l'adresse suivante, x@is.ma. Alors je rappelle, x@is.ma. Merci infiniment, Ismaël Belkhiyat. Je rappelle que vous êtes fondateur du groupe WIB Startup Factory. Mourad Mahjoubi, directeur de l'EM Lyon et vice-président de la French Tech. Merci infiniment d'avoir honoré notre invitation. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à aller visiter les halls d'exposition, à rentrer au niveau des stands, échanger, interagissez avec les conseillers. Vous aurez des guides, des vidéos de présentation. Donc prenez votre temps et profitez, constituez votre boîte à outils sur mesure. Je remercie donc la French Tech et le groupe WIB, nos partenaires, pour cette émission. Excellente journée à vous.